Mais écoutez, bonjour, bon après-midi. Tout d'abord, je voulais remercier Étienne Lassailly et les amis du musée du Château de Pau pour me donner l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Comme je le disais à monsieur Lassailly, ma thèse d'école des chartes portait sur la Navarre. Alors, beaucoup l'autre Navarre, mais comme j'ai beaucoup de défauts, et l'un d'entre eux est que je suis médiéviste, c'est une époque où les deux Navarres, Cice et Ultraportine, faisaient partie du même royaume, donc j'ai un peu usé mes guêtres de ce côté-ci des Pyrénées aussi, donc c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est très largement le résultat d'un travail à deux avec une amie, Marion Godefroy, qui est aussi historienne, qui elle était moderniste et qui, comme moi, aime cuisiner et manger, ou manger et cuisiner, les deux. Et l'idée des deux livres que nous avons coécrits est née autour d'un repas, évidemment, mais par ailleurs, elle est aujourd'hui beaucoup plus experte en fait du sujet au sens large que moi, puisque, alors que j'ai continué largement à étudier d'autres sujets, elle y a consacré sa thèse d'habilitation sur la figure du cuisinier de Maître Chicard. Vous allez me dire que vous ne savez pas qui c'est, mais vous le saurez bientôt, j'ai un trou, Ducasse, son prénom, Alain Ducasse. Donc, qu'elle va soutenir dans un mois ou deux. Donc, voilà. J'ai aussi le sujet de mes livres, enfin de nos livres, qui était vraiment celui de voir comment finalement l'histoire de la cuisine se croisait, s'entremêlait avec la grande histoire, on va dire un petit peu traditionnelle, celle des grands noms, des grandes dates, des grands moments. Donc c'est un sujet qu'on peut étendre très largement. Le choix des livres était de se porter sur la période qui va vraiment de l'Antiquité à nos jours. J'ai choisi ici, parce qu'on a été à Pau, de me resserrer beaucoup plus sur une période qui correspond à celle... alors pas juste à celle d'Henri IV, parce que ça faisait peut-être un petit peu étroit, notamment par rapport à mes connaissances, mais en tout cas d'essayer d'englober une grande période qui aille de la fin du Moyen-Âge au début de l'époque moderne, en essayant d'aborder un certain nombre de points qui, à mon sens, pouvaient être intéressants à être soulevés aujourd'hui, j'espère seront susceptibles de vous intéresser. Parce que on ne se refait pas, et que, comme je l'ai dit, je suis médiéviste, et que déjà pour moi le XIVe siècle, ça commence à être de l'histoire contemporaine. J'ai choisi de commencer cette présentation avec un repas offert, enfin partagé en fait entre Louis IX, Saint-Louis, et des moines franciscains de Sens, repas qui nous est connu donc par un chroniqueur italien qui passait par là, mais littéralement il a passé quelques jours en France, et il se trouve qu'il a eu la chance qu'il a pu partager un repas. Enfin, il s'est trouvé dans ce monastère de Sens en même temps que Saint-Louis, et il nous donne une description assez courte, mais néanmoins assez claire de ce qui a été servi ce jour-là, notamment. Alors, la première chose qui ressort de ce menu que vous avez à votre droite, désolé, je ne suis pas latéralisé, ça risque d'arriver plusieurs fois que je vous dise à droite si c'est à gauche et le contraire, enfin, que vous avez d'un des deux côtés de l'écran en français, c'est que on était sur un jour maigre. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que la pratique religieuse rythme la pratique alimentaire dans tous les milieux pendant une très longue période, et ça sera encore le cas au XVIe et au XVIIe siècle, mais que jour maigre ne veut pas
dire qu'on ne mange pas forcément bien et en abondance. Le premier point que vous remarquez peut-être, c'est que notre chroniqueur italien est en particulier marqué par l'abondance et la qualité du vin, et le fait que même manifestement les moines s'en servent et s'en resservent. Il nous dit bien selon les mœurs des Français. Beaucoup, malgré eux, invités, prenaient à boire. Donc on boit, on reboit, même quand on se dit qu'on a peut-être un peu trop bu. Et je rappelle encore une fois qu'on est chez les moines franciscains, donc des gens qui ont fait vœu de pauvreté, un jour maigre. Si vous regardez le reste du repas, on y trouve donc des jeunes fèves infusées dans du lait, des poissons, des écrevisses. Oui. On peut peut-être le lire. Oh, oui. Parce qu'au fond, je crois pas qu'il... D'accord. Donc le texte donc, nous dit « Nous eûmes donc en premier ce jour des cerises, puis du pain le plus blanc, du vin aussi en abondance, digne d'un roi aussi magnifique et privilégié. Et selon les mœurs des Français, beaucoup, malgré eux, invités et prenaient à boire. Ensuite, nous eûmes des jeunes fèves infusées dans du lait, des poissons et des écrevisses, des pâtés d'anguilles, du riz au lait d'amande avec de la cannelle en poudre, des anguilles rôties avec, il manque le avec, une sauce parfaite, des tourtes et des jonchés, ainsi que les fruits nécessaires en abondance et de qualité. » Donc, vous noterez que premier point, c'est parmi les autres points que je voulais souligner, c'est le fait que l'ordre des plats n'est pas forcément celui que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on y reviendra à propos de l'autre repas, enfin du repas suivant. Il y a le fait d'abord que tout est servi souvent. Il y a plusieurs plats qui sont servis ensemble sur les tables de banquet et que suivant l'endroit où vous êtes positionné, en fait, vous avez accès à certains plats et pas à d'autres. Il ne faut pas forcément se laisser impressionner par la quantité extravagante de plats que vous voyez dans les menus. Alors, moins là, mais on verra pour le 14e, 15e, 16e, 17e siècle. Il y a des quantités extravagantes de plats, mais en fait, la réalité, c'est que à ces tables de banquet, on va servir les plats dans des... On est sur un service dit à la française, donc au plat, et non pas à la russe, à l'assiette, et donc, mais ça, c'est des noms qui viendront beaucoup plus tard, mais comme les choses arrivent dans des plats, les plats sont posés à un endroit, et les convives mangent finalement ce à quoi ils ont accès. Donc il peut y avoir une grande diversité de plats, mais chaque convive n'a accès qu'à un ou deux plats différents. Mais au-delà de ça, l'ordre est différent. Vous voyez que la notion de fruits ou de dessert n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Notamment, on commence le repas en mangeant des cerises et en fait, la plupart des fruits, notamment tous les fruits qui vont être considérés comme étant chauds, sont mangés, chauds au sens de leur nature, hein, pas du fait qu'on les sert chauds, sont mangés en début de repas, et ça va être les fruits considérés comme étant froids, par exemple les dattes, qui vont être mangés en fin de repas. Deuxième point, autre point que je voulais souligner, c'est évidemment la diversité des sources de nourriture, donc beaucoup de choses qui viennent de la rivière, mais aussi des choses qui viennent de plus loin. Hein. Le riz n'est pas une grande spécialité de Sens, et la cannelle, évidemment, encore moins. Donc tout ça nous rappelle que même à cette époque, on est sur le commerce alimentaire, on est pour beaucoup de choses sur un commerce qui est déjà... Alors, pas mondialisé, parce qu'il y a toute une partie du monde auquel on n'a pas accès, puisqu'on ne connaît pas encore les distances, mais qu'en tout cas, il y a un grand nombre d'épices qui traversent les continents dans un sens ou dans l'autre. La cannelle, ça pousse au Sri Lanka, c'est pas exactement à côté. Le poivre, qui est aussi un autre ingrédient essentiel, ça vient... de ce qu'on appelle à l'époque, enfin ce que les Arabes appellent à l'époque la côte des Swahili, donc toute la côte de l'Afrique de l'Est. On a donc sur les épices un commerce qui est vraiment un commerce international et qui touche et qui permet en fait d'accéder à une diversité de saveurs. Dernier
avant-dernier point que je voulais faire, c'est le fait qu'on est un jour maigre, mais on a beaucoup de succès d'années, enfin de moyens de contourner cette caractéristique des jours maigres. L'exemple le plus évident, c'est le riz au lait. Donc, le riz au lait, en général, ça se fait avec du lait de vache, qui n'est pas très accessible sur les jours maigres. Mais donc là, on prend un lait d'amande, qui est un lait aussi relativement gras, qui va permettre d'avoir un résultat sensiblement proche. Et de même, les poissons servis, à côté des écrevisses, on sert des anguilles. L'anguille, c'est un poisson qui a une chair finalement, suivant la façon dont elle est apprêtée, une chair qui peut être assez proche de celle de certaines viandes. Alors certes, pas de la côte de bœuf, mais d'un ragoût, où ça dépend vraiment comment vous la préparez. Si vous la préparez en matelote, on est plus proche d'un ragoût. Si vous la préparez en persillade, on est plus proche peut-être du poulet ou du veau. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est proche d'un... qui est proche d'une viande. L'autre chose, alors qu'on ne trouve pas ici, mais qu'on va trouver souvent, qui déclenche beaucoup de moqueries chez un certain nombre de mes collègues aujourd'hui, c'est tout ce qui va être poule d'eau, marsouin, dauphin, canard, voilà, des animaux que nous ne voyons pas comme des poissons, mais qui sont des animaux qui vivent dans l'eau. Et là, on est sur le genre de cas où il ne faut pas projeter notre époque sur le XIIIe siècle, parce que c'est encore valable au XVIe ou au XVIIe siècle. On est dans un monde qui est un monde de biologie prélinéenne, et une des idées très fortes de cette biologie, jusqu'à l'inné d'ailleurs, c'est que tout animal qui vit sur Terre a son pendant qui vit en mer, et que, en gros, si vous vivez sur Terre, vous êtes un animal terrestre. Si vous vivez dans l'eau, vous êtes un poisson. Même si vous avez des ailes, même si vous respirez, même si vous êtes un poisson. Et mon exemple personnellement favori de cela, c'est que le jour où des navigateurs britanniques vont tomber sur les premiers cadavres de narval, ils vont déduire qu'ils ont trouvé la preuve de l'existence de la licorne. Parce que ils ont trouvé la licorne de mer. Donc si la licorne de mer existe, la licorne de terre existe. Et donc, parce que voilà, tout ce qui existe sur Terre existe sur mer, et on peut trouver le pendant. Et finalement, les oiseaux d'eau sont le pendant poisson des oiseaux terrestres. Ça se retrouve encore chez Linné, hein. Je suis désolé pour la partie un peu longue. Le nom scientifique du narval, c'est Monodon monokéros, donc globalement, c'est licorne à une dent. On en revient sur cette idée encore très proche du parallèle entre la terre et la mer. Deuxième repas que je voulais évoquer, un petit peu plus tardif, on commence à se rapprocher de notre époque, de l'époque qui est au cœur du château de Pau. C'est un banquet offert par Charles V, roi de France, je manquais un peu de place pour tout mettre, à Charles IV, roi de Bohême, et à son fils Venceslas, donc roi de Bohême et empereur germanique, et à son fils Venceslas, roi des Romains, en 1378. C'est un repas qui nous fait rentrer dans une autre fonction essentielle du repas, c'est la fonction diplomatique. Le repas, et encore aujourd'hui, c'est un grand moment d'échange, c'est un grand cadre d'échange diplomatique. C'est un moment où on est à la limite entre le formel et l'informel, parce que le moment du repas, c'est un moment de détente, mais c'est aussi un moment justement où les échanges peuvent se faire d'une autre façon, quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui dans la plupart des pays. L'Élysée a ses cuisiniers et la qualité de la nourriture, la nourriture qui est servie est souvent mise en avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du temps du président Sarkozy, il y avait eu un certain nombre de polémiques autour de la baisse de la qualité de la cuisine à l'Élysée, parce que Nicolas Sarkozy ne
buvait pas, je suppose qu'il ne boit toujours pas, mais donc il ne buvait pas, et Madame Sarkozy, l'actuelle, qui est une ex-mannequin, si je ne m'abuse, était très très attentive à sa ligne, donc on était sur une cuisine qui, du coup, était plus destinée à nourrir que à satisfaire, et c'était quelque chose qui avait déclenché un certain nombre de petites polémiques. Il y a d'autres sujets beaucoup plus graves, mais parce que c'est aussi une façon de représenter un pays, et c'est exactement ce qui se passe à ce buffet, où Charles V donc, fait appel à l'un des plus grands cuisiniers de son temps, un Taïwan, donc, qui est un cuisinier dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Il est finalement l'auteur de ce qui est probablement le premier livre de cuisine en français que l'on possède, et c'est lui donc, qui organise les cérémonies. Et peut-être autre point important, c'est là qu'on voit quelque chose qui est très clair dans cette organisation des repas à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, c'est que le cuisinier est beaucoup plus qu'un cuisinier. C'est vraiment c'est le chef d'orchestre, c'est le maître de cérémonie de ces repas qui dépasse très largement la seule question de la nourriture. Vous le voyez ici, par exemple, avec les vaisseaux qui sont posés sur la table, qui sont littéralement des représentations de bateaux, qui pour certains peuvent servir de réceptacle à épices, pour d'autres sont simplement là pour décorer, pour d'autres parfois sont d'ailleurs des tours de force en pastillage ou en autres des façons donc, pour le cuisinier de démontrer son savoir-faire en termes de trompe-l'œil. Pour ceux d'entre vous qui sont amateurs de télé-réalité culinaire, vous aurez peut-être remarqué que chaque année, que ce soit dans Top Chef ou dans Master Chef, et c'est probablement la même chose dans celle de pâtisserie, il y a des épreuves qui tournent autour de la capacité à faire du trompe-l'œil. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les concours de meilleurs ouvriers de France. C'est quelque chose en fait qui remonte, que l'on trouve déjà au Moyen-Âge. La capacité de faire un plat qui a l'apparence de quelque chose et qui en fait est quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, dans un autre point important, que je voudrais souligner, c'est que dans ces repas de la fin du Moyen-Âge, on a un autre point qui est très contemporain, c'est l'importance donnée à la couleur, l'importance donnée à l'apparence de l'assiette, au plaisir des yeux avant le plaisir du repas. Par exemple, à ce repas, sont servis en même temps un brouet bleu et un brouet jaune. Je pense que vous avez conscience du fait que le bleu n'est pas forcément la couleur la plus facile à obtenir en cuisine, surtout à une époque où on ne dispose pas de bleu de méthylène pour donner la couleur. Donc il y a vraiment ce côté tour de force. On a aussi servi en milieu de repas des figues recouvertes de feuilles d'or. Donc là aussi quelque chose qu'on va trouver dans la cuisine contemporaine. Vous savez qu'il y a un certain, notamment dans la chocolaterie de nos jours, on aime bien mettre de la feuille d'or sur les chocolats, ça donne un petit côté brillant. Là, c'est la même chose. Donc il y a toute cette recherche de l'excellence, de l'apparat, qui est à la limite entre le savoir-faire du cuisinier et la démonstration diplomatique. Ce qui est encore plus clair, avec un autre repas, donc là on est au tout début du XVe siècle, Amédée VIII de Savoie, donc duc de Savoie, qui va bientôt devenir pape sous le nom de Urbain, et j'avais dit que je vérifierais le numéro 4 ou 5, oui, enfin, pas 5, Urbain 4 alors, merci, qui allait bientôt devenir pape, mais avant d'être pape était duc, et donc s'était marié avec une fille de Philippe le Bon de Bourgogne. À cette époque, le repas, comme vous vous en souvenez probablement, le mariage est une cérémonie qui se déroule en deux étapes. Vous avez le mariage proprement dit, où en général vous avez pour les familles princières, vous avez un émissaire du futur mari qui se rend dans la famille de la mariée pour célébrer,
célébrer le mariage de son côté, la même chose se passe de l'autre côté, et les mariés ne se rencontrent effectivement que quelques semaines après le mariage, le temps que le voyage se fasse. Et donc pour célébrer l'arrivée de son épouse et de Philippe le Bon, Amédée VIII organise au bien nommé château de Ripaille, dont le nom est passé dans le langage courant, on est à côté de Thonon, donc organise 2 jours de festivités qui ont pour but d'impressionner, évidemment, non seulement d'impressionner son futur beau-père, et je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur la puissance du duché de Bourgogne au début du XVe siècle, mais le duché de Savoie lui-même est très puissant et aspire à le devenir de plus en plus. Mais Amédée VIII a tellement conscience de l'importance de ce repas qu'ensuite il va faire venir un clerc de notaire, donc quelqu'un qui manie l'écriture, pour que son cuisinier, donc Maître Chicard, que j'ai évoqué tout à l'heure, puisse lui dicter non seulement les menus, mais tout l'ordonnancement de la fête. Ce qui fait que ce fait de cuisine de Maître Chicard est un témoignage absolument extraordinaire, le premier que l'on ait sur la façon dont fonctionne une cuisine donc à la fin du Moyen-Âge, et le rôle du maître-queux, donc du chef des cuisines du roi, donc le rôle de Maître Chicard, qui dépasse très largement la seule exécution de la cuisine, puisque c'est lui qui est encore une fois en charge de tout le cérémonial, donc il faut qu'il s'assure non seulement de l'approvisionnement en nourriture, mais aussi de l'approvisionnement, que l'orfèvrerie de table est présente, que les acteurs et autres personnes de spectacle qui vont faire ce qu'on appelle les entremets. Un entremet, c'est pas à l'époque, ça n'est pas un dessert sans pâte, parce que ça a tendance à être ce que l'on a aujourd'hui généralement tendance à désigner sous le nom d'entremet. Un entremet, c'est en fait quelque chose qui vient entre 2 mets, comme son nom l'indique, et sur ces longs spectacles, sur ces longs repas, ça va être des spectacles. Donc, il doit s'assurer de tout cela. Il doit aussi s'assurer de la coordination du repas, parce que ces repas, ce sont des spectacles, ce sont vraiment des moments de démonstration. On est sur des grands moments de diplomatie, et alors déjà à Ripaille, un peu plus au suivant, qui va être le banquet du Faisan en 1433, vraiment sur de la diplomatie spectacle, où il s'agit pour l'hôte de montrer sa capacité à recevoir, mais aussi tout son pouvoir, toute sa richesse, toute sa puissance. Je reviens un instant sur le château de Ripaille pour dire que 2 jours de banquet, c'est 15 jours à 3 semaines de préparatifs. Maître Chicard, il arrive 15 jours à 3 semaines plus tôt. Pourquoi ? Parce que il y a toute cette phase d'approvisionnement, être sûr que l'on a tout, être sûr aussi que... et une fois qu'on a tout, préparer. Parce que les sauces, par exemple, les sauces qui sont au cœur de la cuisine déjà à cette époque, ça peut être très très long à faire. Il a des recettes. On voit qu'il prépare ce qu'on appellera au XVIIe siècle une sauce espagnole. Alors pas tout à fait une sauce espagnole, parce que dans la sauce espagnole il y a des tomates, évidemment pour Maître Chicard il n'y en a pas, mais donc une de ces sauces que Escoffier bien des années plus tard appellera les grandes sauces, qui sont vraiment les sauces de base, hein, c'est l'équivalent aujourd'hui de notre glace de viande, mais c'est une sauce qui fait mijoter pendant 3 jours. Parce qu'il en faut des quantités énormes. Donc, vraiment toute une organisation autour du repas, dont le moment de consommation n'est finalement que un petit moment, et par ailleurs, dans lequel, j'insiste, la partie gastronomique est importante,
mais n'est pas la seule. Il y a toute une partie de démonstration, et j'en reviens à mon banquet du faisan. Donc le banquet du faisan, on est en 1433. Qu'est-ce qui se passe en ce début du XVe siècle? Les Ottomans ont déjà conquis toute l'Anatolie et ont largement pris pied dans les Balkans, et l'empereur Constantin IX, paléologue, est assiégé dans Constantinople, sur les remparts de laquelle il mourra une vingtaine d'années plus tard, mais on n'en est pas encore là. Et donc, Charles le Téméraire, qui est un peu le Donald Trump de l'époque, alors pas avec le côté moi je suis le duc de la paix, mais plutôt moi je peux résoudre tous les problèmes, venez avec moi, regardez comme je suis grand, comme je suis beau, comme je suis puissant, on va monter une croisade pour aller libérer l'Empire romain d'Orient et reprendre le pouvoir. Et donc il organise cette espèce de gigantesque banquet où il convoque tous les chefs d'État d'Europe occidentale, dans le but de leur faire prêter serment de partir en croisade contre les Turcs. Et le serment s'est fait justement autour d'un... on a tout eu dans ce banquet. Il y a notamment un chien et un cerf qui chantent l'un... qui font un tour de chant. Alors, pas un vrai chien et un vrai cerf, en fait ce sont des pré-automates avec des gens dedans, mais on est vraiment dans l'excès, il y a énormément d'entremets justement de ces spectacles. Paradoxalement, donc là je montre une page du français 11594 de la Bibliothèque nationale qui nous raconte le banquet du faisan. On sait tout sur tous les spectacles, tous les entremets, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. On n'a aucune idée de ce qu'ils ont mangé. Aucune. Probablement parce que, en un sens, le repas était plus habituel, alors qu'il y avait cette débauche dans les représentations, dans le spectacle tout autour. En un sens, ici, on est sur... ce texte, finalement, il rappelle un texte beaucoup plus ancien qui est le banquet de Platon. Je ne sais pas si vous avez lu le banquet de Platon, je suppose que beaucoup dans cette salle l'ont lu. Dans le banquet de Platon, bon, évidemment, c'est tout ce que Socrate a dit et tout ce qu'il a aidé les personnes qui assistent au banquet à découvrir. On sait aussi beaucoup de choses sur les danseuses, sur les musiciens. On n'a aucune idée de ce qu'ils mangent. On est exactement... Chez les Grecs, c'est assez normal parce que les repas dans les banquets étaient très très simples. C'était généralement du fromage et des olives et beaucoup de vin. Ici, c'est un peu plus surprenant, mais ça montre bien cette dimension finalement de démonstration d'apparat du banquet, dont le but est ici un but politique, vraiment réunir tout le monde autour d'une table et leur faire... les réunir autour d'une cause commune, la lutte contre les Turcs à l'époque, et à travers la démonstration d'apparat et de puissance d'un duc de Bourgogne. Je voudrais du coup en profiter ici pour revenir sur une ou deux idées reçues qui sont fausses sur cette fin du Moyen-Âge et qui sont encore valables au début de l'époque moderne. La première, c'est sur le sucre et le fait qu'il n'y aurait pas de sucre au Moyen-Âge et que du coup on consomme essentiellement du miel. C'est pas complètement faux, ça l'est quand même largement. Alors, c'est vrai qu'on ne trouve pas de mention de sucre dans les livres de recettes, les livres de cuisine en général, que ce soit au XIVe, au XVe ou au XVIe siècle. Pour vous donner un exemple, au XVIe siècle, l'endroit où on va trouver des recettes de confiture et autres sucreries, c'est chez Nostradamus, qui, quand il ne faisait pas des prédictions, était un médecin. Parce que la première utilisation du sucre, c'est encore une utilisation très importante du sucre aujourd'hui,
c'est de cacher le goût des médicaments. Donc, toute la partie confiserie, etc., elle est d'abord maîtrisée par dans la pharmacopée, parce qu'en fait, il s'agit de mettre des choses dedans et d'utiliser le sucre, la confiserie, pour en faire passer le goût. Ça ne veut pas dire que le sucre n'est pas accessible. Alors certes, il n'y a pas encore les îles à sucre, mais pour ceux d'entre vous qui ont quelques connaissances en histoire de la botanique, la canne à sucre n'est pas du tout endogène d'Amérique. La canne à sucre, c'est une plante qui apparaît et on va dire qu'elle apparaît dans le sud-est asiatique, en tout cas elle est domestiquée en Inde, son agriculture est mise en place en Inde avec les règles qu'on va connaître ensuite, c'est-à-dire c'est une agriculture qui est extrêmement consommatrice en main-d'œuvre et qui consomme tellement de main-d'œuvre et dans de telles conditions que ça va rarement. Soyons très clairs, c'est une agriculture comme l'agriculture du coton qui apparaît à peu près, qui se développe à peu près au même endroit à la même époque. C'est des agricultures qui n'existent que par l'esclavage, qui sont intimement liées ensemble. Donc ça apparaît en Inde, ça va se retrouver donc, comme souvent, de l'Inde, ça va passer aux différents empires du monde, Syrie, Irak, et ensuite, eh bien, il se trouve que on va avoir une première culture du sucre dans l'Europe, alors occidentale est un grand mot, mais en tout cas l'Europe sous domination franque à la fin du Moyen-Âge, puisque on a une culture du sucre qui se met en place à Chypre à la fin du XIVe siècle. Et ce que vous avez là, c'est une sucrerie du côté de Paflos qui remonte au XIVe siècle, et donc où on conserve encore une ou deux roues qui sont destinées à écraser la canne à sucre, et surtout on conserve le bâtiment qui servait ensuite à distiller le jus de canne pour en extraire le sucre. On a donc un accès au sucre. Alors certes pas autant qu'au 19e ou au 20e siècle, hein, mais il y a un accès au sucre, un sucre qui est présent dans la cuisine, mais qui est surtout vu comme étant quelque chose de médical. Pendant que j'y suis, autre idée reçue, non, les pâtes n'ont pas été rapportées de Chine par Marco Polo. C'est une très belle histoire, mais d'abord Marco Polo, il n'est pas revenu, donc, si, il est revenu, mais il a été mis en prison, et il n'a pas été très bien vu quand il est revenu, et surtout, alors déjà, il y a une recette de lasagne chez Apicius, donc 4e siècle de notre ère, et surtout tout ce qui va être pâtes longues, type tagliatelle, etc. On a des témoignages sur des usines de pâtes à Valence et dans le sud de l'Italie dès le XIIe siècle, plus un certain nombre de recettes de raviolis qui remontent aussi à cette époque. Alors, les Italiens font frire les raviolis. Assez étonnamment, les premiers pour lesquels on a un témoignage d'avoir l'idée de faire bouillir les raviolis, c'est les Anglais. Je ne sais pas pourquoi. Et de même, la fourchette ne va pas être introduite si elle arrive en France avec les échanges du XVIe siècle, mais pas pour les raisons auxquelles on pense généralement, qui sont des raisons de propreté, arrêter de manger avec le couteau. Alors, le principal rôle de la fourchette dans la cuisine italienne au XVe, au XVIe siècle, c'est justement la consommation des pâtes pour les enrouler. Et son utilisation pour d'autres choses est très contestée. On a des textes de Bernardi qui condamnent l'utilisation de la fourchette comme étant un luxe absolu dont il faut se défaire. Et très clairement, jusqu'au XVIIe siècle, que ce soit en France ou en Italie, l'usage de la fourchette n'est pas rentré dans les mœurs. Même à Florence, on a des textes sur le fait que les Médicis, même au XVIIe siècle, continuent encore à manger avec du pain et un couteau. Et
On a aussi des témoignages sur le jeune Louis XIV qui se fait réprimander parce qu'il ne sait pas se servir d'une fourchette. Donc c'est quelque chose de très neuf qui va mettre du temps à se diffuser, mais qui par ailleurs évolue assez peu. Parce que, voilà, j'ai mis ici 2 exemples. Celui du bas, c'est une fourchette qui est aujourd'hui au British Museum. Elle a été trouvée au 7e siècle dans un palais. Non, elle n'a pas été trouvée au 7e siècle, elle date du 7e siècle et elle a été trouvée à Ninive. Celle du haut, c'est une fourchette avec un couteau du British Museum aussi du 18e siècle. Vous voyez qu'en dehors du changement dans le manche, on est vraiment sur le même type. Sur le même type d'instrument, un instrument qui pendant très longtemps sert au service et pas forcément à la consommation des aliments. Il y avait excusez-moi, j'ai un trou, il y avait un autre point que je voulais aborder. Bon, ça me reviendra. Oui, si. Excusez-moi pour ça. C'est mes diapositives qui ne sont pas... dans l'ordre. Celle-ci devrait être plus tard, j'y reviendrai. Voilà. Qu'est-ce qui va vraiment changer dans la cuisine et la cuisine princière à la Renaissance? La première chose, c'est très clairement, c'est l'apparition de 2 choses que vous n'avez pas entendu mentionner auparavant. Ce sont les abats et les légumes. Alors, vous allez me dire, les légumes, c'est l'influence de la cuisine italienne. Ben non. Les légumes, c'est en fait l'influence de la cuisine catalane, parce qu'au XIVe siècle, au XIVe et au XVe siècle, les cuisiniers les plus recherchés d'Europe, ce sont des Catalans, notamment à la cour papale, on a des cuisiniers catalans, et ce que vous avez ici, c'est le Sensovi, qui est un traité qui est l'équivalent en catalan du viandier de Taïwan, mais qui est aussi le livre de cuisine le plus cité au XVIe siècle. Vraiment, c'est le livre de base. Et la cuisine catalane, alors pour des raisons dans laquelle je ne rentrerai pas là, est une cuisine qui est très très riche en légumes, qui repose beaucoup sur les légumes, qui va donc passer en Italie et de là passer ensuite au reste de l'Europe, mais au départ avec une origine catalane. Le grand apport de la cuisine italienne à la cuisine européenne au XVIe siècle, c'est la consommation des abats. Les abats étaient très peu consommés, notamment en France, avant, alors qu'en Toscane ou à Venise, les abats, notamment le foie, sont des éléments classiques, vraiment de la cuisine classique, et cette consommation va la voir se répandre dans toute l'Europe au XVIe siècle, ce qui m'amène à mon image suivante. Alors, qui est une illustration du Tecunum Sanitatis, qui est la traduction en latin d'un texte arabe de diététique, mais dans lequel on évoque notamment les oies, et parce que le XVIe siècle, c'est celui où on va voir le basculement de quelque chose qui, avant, est un produit secondaire au produit le plus recherché. Je veux parler du foie gras. En fait, si on remonte l'histoire du gavage des oies et des canards, elle est très très ancienne. On en trouve des traces dans l'Égypte, mais au début on gave pour la tendresse de la viande, et ensuite c'est une pratique qui va être maintenue par les communautés juives d'Europe du Nord, les communautés ashkénazes. Pourquoi ? Parce que la Bible dit très clairement « tu ne consommeras pas le veau dans le lait de sa mère », ce qui est interprété comme l'impossibilité de cuire des aliments carnés dans des graisses d'origine carnée aussi, enfin, d'origine bovine. Quand par ailleurs vous n'avez pas accès à la principale graisse utilisée localement, qui est le saindoux, pour des raisons assez évidentes, je pense, et que par opposition à vos coreligionnaires qui ont la chance de vivre sous des climats plus tempérés, vous n'avez pas accès à la base de votre cuisine qui est l'huile, il faut bien se tourner vers autre chose. Et donc les communautés ashkénazes gavent les canards et les oies tout simplement pour la production de graisse
qui est ensuite utilisé pour la cuisson des aliments, donc comme substitut au saindoux. Or, je ne vais pas rentrer dans toute la malheureuse histoire du peuple juif en Europe au Moyen-Âge, mais une partie de ces juifs ashkénazes se retrouve à la cour du pape, qui est une des cours les plus tolérantes, aussi bien à Avignon que à Rome. Et avec eux arrive la pratique du gavage des oies, et surtout des oies. Vous mélangez ça avec le goût qui se développe de plus en plus pour les abats, et vous obtenez l'apparition de la consommation du foie gras. Donc dans les premières recettes, je ne vais pas rentrer dans le grand débat sur la question de savoir si le foie gras c'est une spécialité du sud-ouest ou d'Alsace, on sait tous que c'est le sud-ouest, mais à l'origine, les premières recettes n'apparaissent ni en Alsace ni dans le sud-ouest, elles apparaissent à Rome. Et l'autre caractéristique du XVIIIe siècle, c'est la... Alors j'ai parlé déjà d'une cuisine très européenne. Alors je suis désolé, je me rends compte que ma carte est très peu lisible, mais je vais vous la résumer. C'est la mondialisation, et la mondialisation de la cuisine par le biais essentiellement des marchands portugais. Pourquoi ? Parce que les marchands portugais, ils se sont développés aussi bien vers l'ouest, mais aussi vers l'est. Ce sont les plus grands marins de leur temps, et un de leurs principaux objets de commerce, c'est ce sont les aliments. C'est comme ça qu'on va retrouver la tomate, le chocolat, tous ces trucs auxquels on pense d'habitude, mais qui arrivent très tardivement dans nos cuisines, mais d'autres beaucoup plus importants, notamment le piment, tout ce qui va être piment et poivron. Si vous regardez cette carte qui représente à peu près les routes commerciales portugaises, ignorez celles à travers le Pacifique qui arrivent plus tard, mais vous voyez en fait une carte qui correspond aussi à celle de la consommation de piment, et en particulier dans les cuisines du monde. En fait, voilà, les marchands portugais traversent le monde, et dans toutes les régions côtières, on va manger des piments. Et c'est un bouleversement de toute la gastronomie mondiale, parce que dans l'autre sens, et ça c'était ma carte précédente, mais ils transportent des agrumes qui eux aussi sont au départ originaires d'Inde, dont la culture s'est ensuite répandue dans le monde, on va dire sud-ouest asiatique, Afrique, mais voilà, les agrumes vont eux aussi se retrouver transportés dans le monde entier. Et pour vous donner une idée de cette importance, essayez d'imaginer la cuisine sichuanaise sans piment, et essayez d'imaginer la cuisine mexicaine sans citron vert. C'est vraiment un bouleversement complet des habitudes alimentaires, bien avant que se développe, encore une fois, la consommation de la tomate ou d'autres. Et l'exemple le plus frappant, c'est donc la carte que vous avez ici. Je vais vous la résumer parce que je pense qu'effectivement elle n'est pas lisible. En orange, sur la carte, vous avez tous les pays où le mot pour dire une orange, c'est globalement orange. Orange qui est un mot issu du sanskrit, mais qui nous est arrivé par l'arabe. En orange foncé, donc Pologne, République tchèque, Slovaquie, c'est pomme d'orange qui est la dérive du mot français. Donc, mais globalement, une étymologie qui vient du sanskrit et de l'arabe, donc une étymologie orientale. En rose, vous avez quelque chose de beaucoup plus descriptif, c'est tous les pays qui disent pomme de Chine. Alors ça ne vient pas de Chine, mais la dinde ne vient pas d'Inde, et ni de Turquie pour les anglophones, mais ça désigne vraiment cette idée d'une pomme qui vient de l'Orient. En vert, dans tous les pays turcophones, arabophones, l'orange s'appelle Portucali. C'est lié directement au Portugal. Quand j'étais à
à Doha. J'ai pris des cours d'arabe. Ça n'a pas été... c'est une langue compliquée, surtout quand on commence à être âgé, donc je ne suis pas vraiment arabophone. Et je me souviens d'une longue discussion avec mon professeur d'arabe qui s'étonnait vraiment de pourquoi on avait appelé un pays à partir d'un fruit. J'ai mis du temps à lui faire comprendre que c'était le contraire. Voilà, il n'y a aucune raison, sinon cette omniprésence des marchands portugais qui contrôlent vraiment le commerce mondial et dont les produits alimentaires sont un des fonds de commerce qui vont faire passer d'un bout à l'autre du monde. L'autre exemple classique de l'influence des marchands portugais, c'est la présence de la panure dans la cuisine portugaise, dans la cuisine japonaise, qui là aussi dérive du goût de la péninsule ibérique pour les préparations panées. Tout ça pour finir en revenant à ce repas qui est quelque peu postérieur à la mort d'Henri IV, et donc qui est indigné de l'ordre du Saint-Esprit, donc un ordre fondé par un ordre royal. Alors il est intéressant pour deux choses. D'abord parce qu'il nous permet de bien voir ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'on mange ce qu'on a apporté. Les tables sont très très longues et on a des plats qui sont disposés de part et d'autre. La disposition des tables aussi, le fait qu'on n'est pas assis on est assis face à face mais avec un grand espace entre les deux pour laisser justement au serveur la possibilité de passer, puisqu'on sert et on dessert par le milieu pour ne pas gêner les conversations. Et l'autre point important, alors qu'on n'aperçoit pas sur ce repas, mais c'est un des premiers sur la gravure d'Abraham Boss, mais c'est aussi un des premiers repas où on est un témoignage du fait qu'on a un ordre des plats qui correspond à ce à quoi on est habitué aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui va être sucre et fruits est consommé en fin de repas et non pas en début de repas. Voilà. En conclusion, je vais terminer avec un clin d'œil à Henri IV, en posant la question de la poule au pot. On est en Béarn après tout, et puis c'est bon. Donc, pour insister sur le fait que, évidemment, la citation sur la poule au pot, que je vous donne ici, si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu'il n'y ait pas de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot. Elle est apocryphe. Elle est dans un livre, dans une biographie d'Henri IV, mais qui date de 1664, donc un demi-siècle après sa mort. Le point intéressant quand même, c'est que ça montre la raison d'être de la citation, c'est pour convaincre le lecteur auquel ce livre est destiné. C'est un livre avec un public de 1, qui est Louis XIV, de l'importance de porter attention aussi aux riches laboureurs, aux riches paysans, comme étant des gens dont l'opinion est importante, enfin dont le soutien pour le roi est important. Ça montre cependant aussi, quand même, malgré tout, deux choses. La première, c'est l'ancienneté du plat. C'est un des plats les plus anciens dont encore consommé aujourd'hui, dont on a une trace assez claire. L'autre étant, encore plus ancien, il y a le canard à l'orange, mais ça c'est une autre histoire. Le deuxième, c'est que les citations, même apocryphes, ça peut porter préjudice pendant longtemps, parce que même si aujourd'hui elle est plutôt associée à l'image du bon roi Henri et de son souci pour le peuple, encore une fois elle est complètement apocryphe. À la fin de dans les années qui précèdent la Révolution française, cette citation fait l'objet d'énormément d'épigrammes sur le thème de ça fait 2 siècles que l'on promet de la poule au pot et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est qu'on se faisait plumer, ou autre joyeuseté autour, qui montre, là encore, et peut-être c'est là-dessus que je vais terminer, le lien souvent étroit entre cette question de cuisine, l'apparat qui est lié à la cuisine, parce que c'est encore le cas ici,
et la question du politique et tant sur le plan diplomatique que de la relation avec la population, tout simplement. Merci beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions, maintenant je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.